Alors bonsoir et merci infiniment d'être présent ce soir pour un nouveau cycle de discussions qu'on a pensé avec Mohamed Djibril, qui n'est pas à présenter, sinon pour ceux qui ne connaissent pas, qui est journaliste politique et culturel et un témoin incontournable de la période des années 60, 70 et 80 en particulier. Donc quand on a commencé à réfléchir à l'exposition School of Casablanca avec l'équipe curatoriale et à concevoir une programmation, ayant notamment lu beaucoup d'ouvrages, notamment celui de Léa Morin, de quelques événements sans signification et d'autres. Donc je suis systématiquement tombée sur Mohamed. Et j'ai lu ces textes qui m'ont énormément éclairée sur cette période. Est-ce qu'on peut fermer la fenêtre là-bas? Merci. Qui m'ont énormément éclairée sur cette période. Donc j'ai approché Mohamed à deux titres. D'abord pour une frise sur laquelle je travaillais autour de l'école des beaux-arts de Casa, entre 51 et 81. Et j'ai demandé à Mohamed Djibril d'être un peu mon regard critique, espérant n'avoir rien oublié. Donc il a très généreusement prêté un regard attentif à cette frise. Et on a discuté d'un cycle de discussions autour de questions qui me tenaient à cœur et qu'il a très généreusement accueillies. Ma préférée étant la première, qui tourne autour de la culture populaire à travers ses différentes formes d'expression. Donc c'est celle de ce soir, et je laisserai Mohamed introduire ses invités, dont je salue magnifiquement le choix et l'immense honneur que j'ai d'être présente à l'occasion de cette réunion. La deuxième discussion aura lieu le mardi 12 septembre. Alors notez bien les dates parce que décembre, c'est moi qui suis confuse maintenant. Le mardi 12 décembre à 19h, c'est la modernité en question, hier et aujourd'hui. Et enfin, la troisième et dernière discussion est celle du samedi 13 janvier à 19h, Casablanca, source et espace de création, toujours à Tinkart. Voilà, je cède la parole à Mohamed. Merci. En effet, quand on avait discuté avec Selma, on s'était dit qu'il fallait quand même un peu situer le contexte un peu de cet événement, c'est-à-dire aller un petit peu un peu plus loin dans la dimension historique et puis aussi dans les différents aspects. Évidemment que tout ce qui se passe comme exposition, comme projection et tout ça, suscite en effet toutes ces questions-là méritent effectivement qu'on les aborde, surtout avec des personnes effectivement qui sont les mieux à même en effet de nous aider à les aborder. Bon, alors j'ai pris des notes pour concentrer un petit peu le débat. Et tout d'abord, je voudrais en effet dire que avec nous, pour animer cette rencontre, nous avons Fatem Zahra Valkrissa, que certainement beaucoup d'entre vous connaissent, mais je dirais simplement que c'est une chercheuse. D'ailleurs, j'ai retrouvé un petit peu ce qu'il y avait sur Radak. Elle étudie les modalités de construction d'un champ de savoir en histoire de l'art. Non, c'est pas toi. Bon, alors dans ce cas-là, je te laisserai toi dire exactement ce qu'il en est. De toutes les façons, nous avons assisté à des discussions très intéressantes où il avait évoqué les débats, les approches qui ont été aussi au début de l'école des beaux-arts, en particulier en évoquant les apports de Bert Flint et évidemment de Tony Marini. Parce que sans mes lunettes d'après, je ne vois rien. Donc, alors, je
m'excuse. Voilà. Bien. Alors, docteur Zizou, bien sûr, on n'a pas besoin de le présenter. Je dirais simplement qu'il a toujours, moi je me rappelle déjà, à l'époque, dans les années 70, quand il collaborait avec nous dans la revue La Malif, il a en fait toujours étudié et travaillé sur la culture populaire. Il en a vraiment une connaissance intime. Il a été d'ailleurs pionnier dans la prise en compte théorique et pratique de cette culture dans son métier de psychiatre et aussi effectivement dans toutes ses activités par la suite, en particulier dans la société civile et puis dans c'est-à-dire l'idée fondamentale qu'il a toujours défendue que les droits de l'homme, la défense des droits de l'homme sont inconcevables si on ne tient pas en compte effectivement les droits culturels qui ont été très souvent longtemps marginalisés, longtemps négligés. Et c'est dans cette optique-là effectivement qu'il avait toujours défendu la revalorisation de la culture populaire. Alors, mon ami Sil Hassan Zinoun, qui nous fait l'honneur et l'amitié de participer avec nous à cette discussion, lui qui est en effet un fin connaisseur des arts populaires, en tant que chorégraphe, danseur, cinéaste, peintre, parce que effectivement, il a toujours considéré que une matrice d'inspiration pour l'art moderne, c'est effectivement une connaissance réelle, approfondie des différents aspects de cette culture populaire, aussi bien effectivement dans le domaine musical et chorégraphique, mais aussi dans les autres formes d'expression, dont d'ailleurs ces films. Alors ces films, notamment La beauté éparpillée, c'est Oud el-Ward, qui a été réalisé, je crois, en 2007, n'est-ce pas? Et Femme écrite aussi, qui est un très beau film, en 2011. Et d'ailleurs, il avait même participé à des chorégraphies de films de grands réalisateurs étrangers et aussi marocains, Scorsese, oui, Bertolucci et puis d'autres, et puis même Darqawi, notre ami Darqawi d'ailleurs. Voilà. Bon, alors, comme introduction au thème de cette première rencontre, je voudrais mettre l'accent sur les évolutions, parce que, évidemment, parler de la culture populaire, c'est un très vaste sujet, et surtout déjà, la définition de la culture populaire a donné lieu à quantité de travaux, à quantité d'écoles même de pensée, de théorie, depuis l'époque coloniale d'ailleurs. Mais là, effectivement, nous, ce qui nous intéresse le plus, effectivement, c'est de voir un petit peu ce qu'il en est des évolutions durant les dernières décennies. Évolution pas simplement au niveau de la réalité de cette culture, mais aussi des différentes perceptions. Et c'est peut-être un petit peu là-dessus qu'on va tout à l'heure essayer de mener notre discussion. Donc, dès le départ, il ne s'agit pas de définir cette culture comme étant d'essence immuable, avec des spécificités qui la caractérisent de tout temps. Il s'agit plutôt d'un ensemble de façons d'être, d'expression et de rapport à la société nationale et au monde, ensemble qui est traversé par des mouvements de diverses natures, ce qui implique des variations entre ce qui demeure, ce qui disparaît et ce qui est acquis. Donc, durant toutes ces décennies, il y a eu évidemment ce va-et-vient. Alors, l'approche que nous privilégions ici est celle qui perçoit cette culture populaire comme un ensemble vivant, qui a donné lieu à un patrimoine d'une grande richesse, mais qui a aussi subi les vicissitudes de l'histoire et des transformations,
et les ruptures aussi qu'elle a connues. Cette approche nous permet tout d'abord de relativiser les différentes perceptions dont cette culture a fait et fait encore parfois l'objet. En schématisant, bien sûr, car ces perceptions, discours et travaux fort variés ont été par ailleurs analysés, disons largement, avec leurs fondements idéologiques et aussi leurs présupposés théoriques. Donc on peut distinguer plusieurs phases. À l'époque coloniale, ce qui a prédominé, ce fut l'obsession de la spécificité de cette culture, opposant la ruralité aux villes, la berbérité à l'arabité. Je reprends un petit peu les termes de l'époque. C'est ainsi qu'un cloisonnement étanche était instauré entre ces parties par un dualisme qui servait évidemment l'idéologie et la politique de domination coloniale. En fait, toutes ces composantes, avec leurs particularités, étaient en lien profond entre elles et elles ont formé la trame d'une même histoire à travers les siècles. Mais il était important, évidemment, à l'époque, pour le pouvoir colonial, évidemment, et puis pour les différentes écoles ethnographiques, etc., qui ont beaucoup travaillé, et souvent d'ailleurs, même avec des travaux extrêmement intéressants, mais l'optique dans laquelle tout cela se situait, c'était de voir surtout ce qui est différent. Pour dire que c'est une société qui n'est pas homogène, c'est une société essentiellement hétérogène, et qu'il y avait même ceux qui cherchaient dans la culture berbère quelque chose qui était totalement, mais alors totalement différent. Une autre approche, alors celle-là, c'est l'approche inverse, qui est celle du mouvement nationaliste, avant et au lendemain de l'indépendance, qui avait tendance, elle, à tout niveler. C'est-à-dire on ne voulait plus du tout admettre qu'il y ait des différences au sein de la culture nationale, et encore plus, même la notion de culture populaire était un petit peu suspecte pour eux. Parce que l'essentiel, c'était d'affirmer une unité nationale absolue, qui transcende toutes les réalités particulières, notamment linguistiques et régionales. Ce qui fait que, de ce fait, évidemment, la partie amazigh de la culture nationale, qui a toujours été fondamentale dans l'histoire, elle a été reléguée au second plan. Et on sait d'ailleurs ce qu'il en a été par la suite. Alors par la suite, il y a une autre approche et pratique qui a consisté en ce qu'on a appelé la retraditionnalisation. Et ça, c'est effectivement, c'était le pouvoir, évidemment, qui s'est instauré enfin, après l'indépendance, qui a consisté à surjouer la tradition. C'est-à-dire que ce n'était plus la tradition vécue, disons, de façon normale, enfin naturelle dans le peuple, mais c'était au contraire, c'était une forme de tradition imposée avec ses rituels, etc., pour les besoins officiels et pour ceux de l'idéologie, et surtout pour le conservatisme. C'était surtout pour justifier, c'était une idéologie pour justifier le conservatisme, aussi bien sur le plan politique que sur le plan social. Alors, ce qui fait que le résultat de cette attitude-là, de retraditionnalisation, ça a été d'abord la folklorisation de la culture populaire. La culture populaire, on la mettait soi-disant en valeur, mais ce n'était pas par respect véritable pour cette culture dans sa réalité et dans sa diversité, mais c'était surtout, en vérité, pour en faire, c'est-à-dire une forme folklorique qui a abouti, et Cézinou aura beaucoup de choses à nous dire là-dessus, qui a évidemment consacré la marginalisation et l'appauvrissement de ces cultures. Alors, au-delà de ces diverses visions, ce qui importe pour nous, dans une perspective de valorisation de ce patrimoine, comme partie vivante de la culture nationale, et comme source de création et de pensée pour le présent, bien sûr, et pour l'avenir. Bon, alors, bien entendu, avec les évolutions survenues, la perspective change. Comme le soulignent des
des anthropologues et sociologues de grande valeur, d'ailleurs, qui ont beaucoup travaillé depuis quelques années sur ça, comme Abdullah Hammoudi et Hassan Rashiq, essentiellement. Il faut tenir compte des changements qui ont affecté la société dans le monde rural et les villes, notamment ce qui relève du désenchantement, ce que les anthropologues et les sociologues appellent le désenchantement du monde. En ce sens qui fait que nombre de croyances et de rituels et toute la symbolique qui les traversait ont été bousculés. Notamment évidemment avec l'extension du phénomène de l'exode rural, parce que les gens n'habitaient plus, disons, dans le monde rural, enfin, n'habitaient plus dans les villages, ce qui fait qu'effectivement, tout ce climat, disons, symbolique, qui était la caractéristique même de la vie rurale, avec l'exode rural, évidemment, tout ça, ça a fini par perdre aussi de sa, disons, de sa substance. Un autre facteur plus récent est venu aussi brouiller ce tableau. Il s'agit de l'influence grandissante du conservatisme, sous des dehors soi-disant religieux, qui, avec l'imposition du halal et du haram, enfin les licites et l'illicite, ont mis en cause même la mixité homme-femme dans les danses, voire même, parfois, on a été jusqu'à condamner ces danses. Donc il faut aussi considérer comment cette évolution sociale a impacté les productions singulières, comme celle des tapis, par exemple, et puis autres objets aussi de la production artisanale, enfin ce qu'on appelle l'artisanat, sous la pression de l'exploitation mercantile et du consumérisme qui met à mal la symbolique et la qualité de ces produits. Bon, alors je vais peut-être pas trop m'étendre, je vais résumer pour dire simplement, par exemple, si on doit se référer à des dimensions aussi importantes, par exemple que les arts de l'oralité, du jeu théâtralisé, du spectacle multiforme, qui avait connu évidemment des heures de gloire à l'époque. Il suffit de voir un petit peu ce qu'était la tradition, par exemple, de la poésie du Majdoub, telle qu'elle a été longtemps incarnée sur la place Jamal Fna. Et puis, on voit aussi un petit peu ce qu'il en a été maintenant. C'est-à-dire que l'approche même de la place, il y a eu effectivement un grand effort pour essayer de la sauvegarder, mais on constate quand même qu'au fil des ans, la place n'a plus réellement la même nature. Alors, par exemple, il suffit de voir, par exemple, l'ouverture du musée, parce qu'il y a un musée qui a été ouvert récemment, le musée du patrimoine immatériel de Jamal Fna, dans l'ancien siège de Banque le Maghreb. Bon, c'est une initiative qui est effectivement très très louable, mais simplement, si on le visite, on voit qu'au lieu de consacrer plus d'espace et d'illustration à l'histoire et aux divers genres dont la place a été le théâtre vivant, comme c'était prévu d'ailleurs dans la conception initiale, ce qui est resté, c'est que ces aspects fondamentaux, ils ont été relégués dans un tout petit espace. Et puis, alors qu'est-ce qu'il y a? On a surtout folklorisé le centre du musée avec des mannequins comme ça qui représentent des grèbes ou des conteurs. On se demande pourquoi. Alors que les grèbes et tout ça, ils sont sur la place. Ils sont vivants. Qu'est-ce qu'on a besoin d'aller voir des mannequins dans le musée? Bien entendu, maintenant, c'est la question de la mémoire aussi qui est posée. La mémoire, avec sa profondeur, sa densité.
Et ça, bon, maintenant, ça va être la tâche actuelle, disons, par rapport à la relation à cette culture, de façon à vraiment retrouver, évidemment, tout ce qu'elle avait et tout ce qu'elle peut encore avoir de vivant pour, évidemment, inspirer enfin, une création moderne. Bien, alors là, je vais demander tout d'abord Saadla de... Non, ça, c'est prévu. C'est prévu, ça va compléter. Oui, ça va compléter. Donc, Saadla, justement, juste, disons, par rapport à ton expérience, par rapport à tout ce que tu as vécu en rapport avec cette culture populaire, quelles sont, selon toi, disons, les perceptions de cette culture et même certaines perceptions contre lesquelles tu as dû pratiquement te battre pour faire ce que tu as fait, aussi bien en tant que psychiatre que, évidemment, en tant que promoteur d'activités culturelles. مساء الخير. Tout au début, je tiens à remercier ceux qui ont organisé cette rencontre et surtout à mon ami Jibril. La culture populaire, dès mon enfance, j'adorais aller نحلاقي وكان عندنا واحد الكونتور في تطوان اللي كيعمل الازاليه في واحد لابلاص à l'intérieur de la ville. كل واحد منا كيجيب واحد الكرسي ديالو et on passait de nuit en nuit مع يعني هذاك. ثم j'accompagnais ma grand-mère للزاويه الحراقيه. الزاويه الحراقيه يعني واحد الزاويه صوفيه وهي من الزوايا اللي كانت كتدرس فيها الموسيقى الاندلسيه. يعني قبل ما اون افي با دو كونسيرفاتوار، الموسيقى الاندلسيه كتقرا مثلا بحال في الزاويه الحراقيه في تطوان، الملحون في الزاويه العيساويه، الموسيقى القناويه في الزاويه القناويه اللي كاينه. دونك شاك زاويه كانت فيها واحد سورت دو كونسيرفاتوار. Puis bon, j'ai fait le lycée, un bac sciences ex. Il faut arriver à l'université, à la faculté de médecine, l'UNEM. J'ai médité dans le marxisme-léninisme. Une fois terminé mes études de médecine, je me souviens très bien, je me suis posé la question qu'est-ce que je devais continuer à faire dans ce métier, parce que c'était quelque chose de très technique, de très biologique. Et heureusement, dans la spécialité de psychiatrie, j'ai trouvé des sciences humaines. Il faut dire aussi que j'ai eu une occasion unique d'avoir dans le pavillon 36 une psychiatre, Jeanne Wiltor, d'origine martiniquaise, et qui était justement dans c'est avec elle qu'on est parti au congrès de Bassaglia à Trieste. Et c'était un service de psychiatrie, mais on animait, il y avait des ateliers de peinture, des ateliers en 76, de peinture, de musique. Moi, j'animais un ciné-club. Et on a amené le Ma'alem Sam, qui est un grand Ma'alem Gnawi, discuter l'expérience de l'hôpital Fan du psychiatre Colomb à Dakar, avec des étudiants sénégalais qui étaient à l'escalier.
Et à ce moment-là, justement, lorsque j'ai commencé, comme à la fin de mes études de médecine, je me suis dit que peut-être la psychiatrie qui m'a mené à avoir ce contact avec les sciences humaines, j'ai remarqué que 99% des patients qui venaient consulter ou qui venaient à l'hôpital passaient par les IARA, par les LILA, et ils venaient à l'hôpital surtout pour contenir leur agressivité ou leur violence ou leur crise. Et je me suis posé la question pour avoir, je n'étais pas le seul, toute l'équipe qui était dans le 36, quand il y avait Assi Akasvi, Souad Afilal, Dr Boukli, et bien sûr avec Jean Lénon, on s'est posé ces questions sur justement la culture orale et la possibilité aussi d'écoute, non pas uniquement l'écoute verbale du patient, mais même le langage corporel. Et j'ai commencé justement à m'intéresser de tout ce qui est culture populaire. Et là, franchement, j'ai eu un grand problème. Parce que scientifique, cartésien, comment je vais aborder par exemple, une science de trance ou bien tout ce qui se passe, par exemple, dans un siyid Hassidi Msaoud à Casa, ou là, parce qu'il y a plusieurs sages qui sont censés soigner, entre guillemets, les fous. Et franchement, c'est grâce à une lecture sur la pensée labyrinthique. Parce que la pensée linéaire, on veut trouver... lorsqu'on est sur l'autoroute, on ne peut pas faire marche arrière. Mais dans une route nationale, on peut... Et la pensée labyrinthique, on rentre dans un labyrinthe et à un moment, on trouve un peu de lumière. Et cette pensée labyrinthique m'a permis effectivement d'approcher un poème, l'œuvre d'un plastique, ou bien une pièce de théâtre, ou bien ou le cinéma. Et bien sûr, à cette période-là, il y avait il y avait l'école de Casablanca, le groupe jusqu'à 69, et puis il y a eu la création de l'association marocaine d'art plastique, Tihad Koutab. Il y a tout un ensemble de la fédération de ciné-club, dont j'étais membre fondateur, et le Masrah al-Houat. Bien sûr, lorsque je suis parti en 1980 à Barchid, c'était un asile où il y avait 2000 patients, dont la majorité ils étaient là depuis 40, même 50 ans. Et dans le but d'humaniser cet espace asilaire, j'ai écrit à Mohamed Bourrada, Tihad Koutab, le président de Mlihi, qui était président de l'association marocaine d'art plastique, à Nordin Saïl, qui était à la fédération de ciné-club. Et d'ailleurs, il m'a beaucoup aidé pour amener les films pour le ciné-club que j'ai animé au 36 et à Barchi. Mais ceux qui ont répondu vraiment
la demande, c'est l'association marocaine d'art plastique. Les autres, là, Mohamed, les écrivains, les poètes, l'Ittihad Koutab, là, المسرحيين, là, حتى نور الدين كيقول c'est une idée formidable, extraordinaire, mais l'association marocaine d'art plastique, peut-être parce qu'eux aussi, ils étaient dans cette démarche. Ce qu'ils ont fait dans les expositions dans la rue, Jama al-Fna. Oui, le Mawsam d'Asila, c'est un peu particulier. Parce que, comme Barchid, c'est l'hôpital avec l'association marocaine d'art plastique. Asila, c'est aussi une association qui a été créée par Mlihi ou Ben Issa, le Moussem, qui continue jusqu'à présent. Bon, l'essentiel, c'est qu'il y avait cette dynamique. Et moi, je pense qu'il y a vraiment un problème de langue. Parce que on a parlé de commencer cet événement, on a parlé surtout d'une revue Souffle. Souffle, c'était une revue culturelle, mais à un certain moment, il est devenu le porte-parole d'un mouvement politique, il est même. Et à ce moment-là, il y a eu la création d'Intégral par Moustapha Nissabouri, Mlihi, Tahar Ben Jelloun ou Tony Maraini. Mais en même temps, il y a un grand nombre de revues. La revue de l'Union des écrivains AFAQ, الثقافة الجديدة بالنيس, البديل تحميش, الزمان عبد الله سعد, mais surtout الملاحق الثقافية, محرر الاتحاد الاشتراكي, العالم, المغرب, كانوا ملحقات chaque semaine كانوا هذه الملحقات. وهنا بغيت نتكلم لكم جوستومون على هذا لو نيميرو سبيسيال d'AFAQ. C'était en 1982 un colloque sur الثقافة الشعبية. Les participants de ce colloque, c'était عبد الكبير الخطيبي, مقدمة لمفهوم الثقافة الشعبية, une introduction à la compréhension de la culture populaire. محمد بزيقة, مفهوم الثقافة الشعبية بين المثقف العضوي والتقليدي. مفهوم الثقافة الشعبية, comment traduire ça, يعني le concept de la culture populaire بين المثقف العضوي والتقليدي, le traditionnel. عن الجذبة والتصدع sur la trance, والتصدع, عبد الحي الديوري. اللغة والثقافة الشعبية كممتلكات رمزية, أحمد بوكوش. La langue et la politique et la culture populaire comme des produits symboliques رمزية. تأملات في الطرق العلاج النفسي التقليدي, عبد الله جوجيو. أنا j'ai fait une intervention sur réflexion sur les méthodes de soins traditionnels. تأملات في لغة الجمبري, réflexion sur la langue du Gembri, مولم العروسي. قراءة تاريخية عند قبائل سوس والأطلس الصغير, عمر أبا, une étude historique sur les tribus de Sousse et du Moyen Atlas. الفن القروي المغربي, ألبير فلينت. دونك هاد الندوة حين تعملت يعني une semaine après,
on a été attaqués et considérés comme des néocolonialistes, comme des... On donne vie à tout ce qui a été écrit par les contrôleurs civils. Mais ce qui est intéressant, c'est que ce colloque a permis justement le débat sur la culture populaire. Et dans ce colloque aussi, on est arrivé à réfléchir sur cette bipolarité entre la tradition et la modernité. Qu'est-ce que c'est la tradition et qu'est-ce que c'est la modernité? Et ça, effectivement, toutes ces questions se posaient dans l'école de Casablanca, dans le groupe Casablanca, se posaient dans les revues que vous citez, et se posaient aussi dans une université populaire. Moi, c'est comme ça que je le conçois. C'est Dar Shabab, la maison des jeunes de Hay Mohammadi, d'où sont sortis Nasr Riwan, un grand nombre et puis aussi le travail aussi fondamental qu'a fait Taïb Siddiqui dans le théâtre municipal et l'association du théâtre amateur. Bon, dernière chose que je vais dire, lorsque j'ai commencé à m'intéresser à Zawaya, à Msam, Gnawa, toute cette culture orale et populaire, un jour, je lui posais la question, pourquoi tu ne passes pas aux jeunes qui sont avec toi tout le savoir que vous avez? Il m'a dit non, je ne peux pas. Je lui ai dit pourquoi. Il m'a dit parce que un certain nombre qui ont le riwan ou qui ont le ils font faire entrer des gens en transe, mais la transe, ça demande un espace bien déterminé, des couleurs. Il y a tout un ensemble Donc, effectivement, il m'a fait saisir que dans cette culture orale, la chaîne initiatique est en train de se bloquer. Ça d'une part. D'autre part, ce qui m'a aussi vraiment interpellé, c'est que je trouvais Allel Fassi, il critiquait avec une virulence énorme la tariqa al-Hadawiya. Et d'ailleurs, ça va être heureusement, la seule tariqa qui va être nationalisée. Et on a fermé la Zawiya de Sidi Haddi et on a mis un fonctionnaire de l'Awqaf jusqu'à de nos jours. Mais avec cette virulence que j'ai trouvée dans le Naqd Dati de Allel Fassi sur les Haddawa, j'ai trouvé, c'est-à-dire que Talandier, qui était le représentant de la France à Tanger, il a écrit un texte sur les Issawa. Brunel aussi, il a écrit toute une thèse sur les Issawa, mais avec les mêmes thèmes, les mêmes virulents. La transe, c'est une hystérie collective. Comment on peut faire une hystérie collective? Et puis, ça, c'est un hadou, les contrôleurs civils, ou la Talandier, ou la Brunel, mais j'ai trouvé chez Allel Fassi et chez les modernistes et chez les progressistes. C'était à cette période-là, dans les années 60-70. Mais à partir des années 80, c'est vraiment la condamnation la plus dangereuse, à mon avis, de la culture populaire, c'est de la part du wahhabisme. Parce que les wahhabistes, pour eux, la danse haram, la musique haram, la trance. Et bon, je vais terminer par هذيك هو أنه
on avait on était dans cette dynamique, mais je me souviens, lorsque Bouilani a sorti son film Sarab, j'ai écrit un article sur le Mali, et une semaine après, il est venu chez moi à Barchid, on a passé une semaine, et dans ce film-là, je ne sais pas si je suis vraiment, le Bouilani, il utilise énormément avec des éléments de la culture populaire, et surtout une transe, avec le Grégi, il va entrer en transe en tant qu'actrice. Je crois que c'est le document le plus fiable sur l'entrance. Donc, il y avait tout un lien entre les différents acteurs qui étaient à cette période, qui à un certain moment, je me pose normalement cette question: comment on a pu faire tout ce qu'on a pu faire? J'ai fait ce que j'ai pu faire. Barchid, c'est un hôpital qui se trouve dans la province de Stade. Stade, c'est le Basriye. Voilà. Donc, bon, la dernière chose, c'est que lorsque j'ai vu que les choses l'hôpital Tchedoulia, j'ai commencé avec un groupe d'amis d'être actif dans la maison des jeunes de Barchid. On a été les jeunes يعني عملوا المسرحيه ديالهم dans le cadre de ديال المسرح الهواة. La maison des jeunes, on a créé un ciné-club. Malheureusement, tous les dimanches, il y a une coupure d'électricité dans la ville. Mais après une année, ils ont dit que la maison des jeunes, qui était récente, il y a 2 ou 3 ans, fait des fissures, et on l'a rasé avec le Trax. Et Barchid est resté une vingtaine d'années au Trax sans maison de jeunes. Donc c'était d'une part un moment difficile, mais on essayait de faire ce qu'on a pu faire, et voilà. Oui, c'est vrai qu'effectivement, la culture populaire a été l'objet d'une espèce d'ostracisme, en effet, parce que tous les préjugés qui ont été véhiculés, comme on l'a rappelé aussi bien à l'époque coloniale que par le mouvement nationaliste, étaient même parfois beaucoup plus virulents. Le salafisme de Al-Fassi, etc. Bon, c'était vraiment systématique, c'est-à-dire qu'en tous les aspects de cette culture. Je me rappelle qu'il fut une fois, paraît-il, même une année, dans une région où on avait même interdit la danse de la Hidous. Interdit carrément, c'est-à-dire que les autorités de l'époque, et puis il y avait un arbre qui était plus ou moins, disons, vénéré par les gens pour des raisons symboliques. Ça n'a rien ni de païen ni rien. C'est toute une symbolique qui était évidemment complètement ignorée, dévalorisée. Et il paraît qu'il a été brûlé, cet arbre, dans cette région même. Alors évidemment, tout l'effort pour revaloriser la culture nationale, c'est une longue histoire. D'ailleurs, on voit jusqu'à présent encore, on n'est pas tout à fait encore sorti de beaucoup de préjugés. Et bon, ça peut même des fois donner lieu à peut-être à certains excès de la part peut-être de certaines personnes. Bon, mais ça c'est, disons, inévitable. Quand il s'agit de revaloriser, par exemple, les langues, ce sont des langues nationales, la langue nationale amazigh, toute la profondeur de la culture amazigh, qu'on a eu d'ailleurs vraiment tort de vouloir séparer avec le reste, parce qu'en vérité, c'est la même culture sous des formes différentes qui se produit. Bien, je vais demander à la Fatem Zahra
à travers ce que vous avez pu étudier, quelles sont les perceptions de cette culture à l'époque, disons, de l'école des Beaux-Arts et peut-être même par la suite, les différentes perceptions, dans quelle mesure est-ce qu'elles étaient influencées ou non par tous ces préjugés? Le on, c'est peut-être mieux comme ça, ok. Peut-être juste 2 minutes pour juste remettre un petit peu en contexte et en lumière ma présence ici et rappeler que je ne suis absolument pas spécialiste des arts traditionnels ou de la culture populaire. Je suis très honorée d'être là, évidemment, et d'avoir des témoignages de première main et d'être complètement plongée dans une histoire dont il nous manque énormément d'éléments pour une compréhension beaucoup plus affûtée en fait du contexte historique dans lequel se sont déployées à la fois les ambitions de revalorisation, les actions de militantisme, toutes ces initiatives auxquelles ont pu participer les artistes ou activistes qui étaient dans cette mouvance de revalorisation des arts populaires. Donc, je suis plutôt historienne de l'art, donc mon approche est d'abord celle de la recherche historique dans un contexte très particulier qui a été celui de l'École des Beaux-Arts de Casa. Et comme Selma et comme de nombreuses personnes, on aurait aimé, évidemment, voir des artistes ce soir parce que ça aurait vraiment aidé à enrichir le débat, mais on a été frappé de plein fouet par ce déni ou ce manque ou cette ignorance ou cette rupture. En tout cas, on peut désigner de différents termes finalement ce qui nous a coupé de ce lien à la culture populaire. Donc, mon approche est d'abord celle du manque et de l'envie de comprendre et de me réapproprier. Et par réapproprier, il y a aussi une attitude et une proximité qui nous ont rapprochés de fait avec les artistes, les protagonistes de cette époque, dans un même élan, je pense, de venir à la rencontre d'une culture qui est soit matérielle, soit immatérielle, mais en tout cas d'un morceau, d'un fragment de ce qui nous constitue, sans aller vers l'essentialisme, bien évidemment, mais tout simplement d'un fragment de ce qui nous constitue en tant que participants ou acteurs d'une culture qui se forge également sur une oralité qui nous a été parfois transmise et bien souvent pas transmise, que ce soit à travers la langue, parce que là je comprends bien évidemment, et c'est aussi à travers mes recherches avec Nadia pour une exposition pour Mohamed Cheba que j'ai compris qu'il y avait tout un pan de la littérature qui m'était complètement étranger, donc la littérature en arabe. Et donc toutes ces publications arabes, en langue arabe, qui malheureusement ne sont pas toutes traduites, et de par notre éducation plutôt francophone, m'ont été un petit peu étrangères dans mes recherches. Donc, je ne vais pas aller en digression majeure. Je vais essayer de revenir peut-être pour répondre à votre question, Assis Jibril, mais aussi en m'appuyant sur certains éléments que vous avez avancés en introduction, que je trouve très intéressants, et qui me reviennent aussi de par ma position dans le panel, et entre histoire et mémoire. Donc, si notre approche est plutôt historique, ou en tout cas on veut comprendre justement cette histoire, dans le cadre de l'École des Beaux-Arts de Casa, mais par extension aussi par rapport à ma pratique actuelle et en lien avec les artistes. Ça, je vais y revenir tout à l'heure, sans perdre le nord, mais je vais essayer de répondre d'abord à ce que vous m'avez posé comme question, à savoir la perception dans ce contexte-là de la culture populaire ou des arts traditionnels. Donc, vaste question, certes, humblement, sans vouloir évidemment mettre des mots dans la bouche de personnes qui ne sont plus présentes. J'aurais envie de dire qu'à travers ce que j'ai pu voir, à travers Maghreb Art, qui a constitué un petit peu l'outil essentiel de mes recherches, donc revue et publication de l'École des Beaux-Arts de Casa, qui était assez fondamentale, quand bien même elle a connu 3 livraisons seulement, fondamentale dans la formalisation d'une pensée, dans la pédagogie qui avait été mise en place, avec pour leitmotiv principal, évidemment, cette fameuse réappropriation d'un patrimoine surtout matériel. On va souligner peut-être le manque de l'oralité, bien évidemment, déjà à ce stade. Un manque qu'on peut remarquer aussi aujourd'hui quand on s'intéresse aux objets. On oublie souvent de penser tout ce qui a été
soutenu comme rituel, comme oralité, comme transmission uniquement par voie justement orale, par des chaînes de transmission qui sont souvent matrimoniales et pas patrimoniales. Donc il y a aussi dans ce manque de l'oralité qu'on ne restitue pas. Je pense tout simplement à nos échanges qu'on a eus à travers ce projet. Par exemple, on parle des tapis, on parle des objets, on est encore beaucoup dans la matérialité et c'est vrai que la dimension orale peine encore à faire surface au sein des recherches. Évidemment, certaines œuvres sont là pour pallier ce manque, mais c'était aussi un angle mort que j'avais envie de souligner. Dans la perception que se faisaient les artistes à cette époque, ce qui est relayé par Maghreb Art, mais aussi par les écrits de ces artistes et tous les statements qu'on aurait pu lire d'eux qui nous sont parvenus, c'est bien sûr cette volonté de sortir de l'indigénéité, donc évidemment tout ce qui a été étudié au sein du service des arts indigènes et tout ce qui a été érigé en termes d'authenticité, de tradition, a souhaité être transcendé. De quelle manière me diriez-vous ? C'est d'abord en s'intéressant peut-être à des objets qui n'ont pas intégré forcément les collections patrimoniales de type ethnographique pendant le protectorat. Donc, dans la diversité aussi des objets qui ont intéressé la collecte et l'étude, je pense que c'est un aspect qui est important de souligner. Après, moi, ce que je pourrais pas passer sous silence, c'est certains effets de continuité dans la manière d'aborder aussi ces objets-là. Et les écrits de Berthe peuvent en témoigner aussi, mais s'intéresser à la culture rurale pour son authenticité versus la culture des villes, sans pour autant questionner ce que l'authenticité a pu être dans la classification et dans la manière de catégoriser les artefacts sous le protectorat, reste pour moi aujourd'hui un impensé qu'il faut à un moment donné aussi questionner et voir comment, sous l'éclairage assez marxiste aussi de Berthe, parce qu'il y a aussi ces accents-là, associer la culture rurale à la culture du peuple, contre la culture bourgeoise, culture d'élite versus culture rurale. Donc il y a certains binarismes qui aujourd'hui font un petit peu mal aux oreilles, malgré évidemment l'héritage et le legs absolument monumental du travail de Berthe sur le terrain, et pas que, au sein de l'école aussi, à travers l'apport de la culture matérielle. Mais c'est vrai qu'il y a certaines notions qui sont au sein de Maghreb Art et pour des besoins qui sont contextualisés de l'histoire. Il s'agit de promouvoir un art au service aussi d'une culture nationale. L'éditorial de Maghreb Art 2 est très très clair à ce propos. 66, c'est évidemment le premier numéro aussi de la revue Souffle, que je citerai au détriment des autres revues de langue arabe pour les raisons que j'ai citées précédemment, vous m'en excuserez. Mais évidemment, la question de la culture nationale est présente, mais on veut aller chercher de la tradition, ce qui n'est pas traditionnaliste. Donc ça, c'est sûr. On aspire à une certaine forme d'universalité ou universalisme, de certaines formes traditionnelles qui pourraient mener à la construction d'un langage du commun. Donc c'est peut-être là où les artistes de l'École des Beaux-Arts de Casa se distancient bien évidemment de tout ce qui a été fait sous l'égide de la tradition traditionnaliste. Et donc c'est aller puiser finalement ce qui est valable pour un projet en particulier, un projet de réforme pédagogique, un projet de reconstitution d'un langage plastique, mais le terme de langage est très important, qui puisse à la fois être ancré dans un terreau qui est local, mais qui puisse aussi donner l'élan vers une universalité et vers un dialogue qui permettra à ces artistes de tutoyer l'Occident, au même titre que d'autres artistes qui ont forgé un modernisme en puisant aussi à des sources qui leur étaient leurs. Je ne sais pas si ça répond en partie, mais de toutes les manières, on pourra y revenir. Et puis, il y avait aussi le second point que j'avais envie d'aborder, mais brièvement. C'était celui de peut-être ce que je vois se différencier dans mon approche curatoriale et dans mes échanges avec les artistes, dans l'intérêt qu'on peut porter à l'histoire versus la mémoire / transmission. Et là, évidemment, aujourd'hui, les artistes contemporains, femmes, hommes, qui s'intéresseraient à ce patrimoine ou à ce matrimoine, comme peuvent le revendiquer certaines artistes femmes, ils puisent aussi ce qu'ils veulent. Et encore une fois, on revient à ce qui a été beaucoup nommé, désigné, analysé, à savoir, surtout par Fatima Mzmoz et Céline, mais c'est revenu aussi dans notre échange avec Céline il y a quelques jours, de finalement notre droit à choisir
le patrimoine et à choisir le legs qu'on aimerait emporter avec nous et qu'on aimerait utiliser pour une pratique personnelle, pour une histoire personnelle. Et je trouve ça très intéressant parce que finalement, beaucoup de ces artistes ne se revendiquent pas d'un patrimoine traditionnel, non seulement parce qu'il y a un problème au niveau encore de la désignation de ces arts. Le terme tradition gêne encore beaucoup, étant donné que la plupart de ces artistes vont aller puiser dans un patrimoine ou un matrimoine qui les ont accompagnés, donc avec lequel ils ont vécu. Et choix conscient ou inconscient, mais toujours est-il effectivement qu'il y a délibérément une envie de soustraire en fait à une compréhension passéiste de la tradition. Ça c'est évident aujourd'hui, il y a quelque chose de très engagé de ce point de vue-là chez certains artistes contemporains, du moins ceux avec qui j'ai pu échanger sur la question. Et peut-être encore beaucoup de pierres d'achoppement et de résistance entre artistes et curateurs, artistes et chercheurs sur ces questions de terminologie, mais aussi sur ces pratiques et comment les situer en fait dans le champ de l'histoire ou dans le champ de la pratique vivante, quand bien même l'exercice et l'analyse historique n'empêchent absolument pas l'exercice et la pratique vivante et dynamique de ces pratiques-là. Mais je pense qu'il y a aussi tout un travail à faire au niveau du langage et au niveau du chemin à la rencontre aussi de ces pratiques-là de la part à la fois des artistes, mais aussi des chercheurs. On peut en discuter plus tard. Je ne veux pas m'accaparer le micro, bien évidemment. Je ne sais pas si j'ai répondu ou si j'ai un peu tourné autour, mais on pourra développer plus tard. Merci. C'est moi. C'est bon. Voilà, c'est ça. Donc, enfin, ce que l'on peut donc déjà dire en se basant sur une critique fondamentale de ce qu'on a appelé la retradition, la retraditionnalisation, qui en fait a beaucoup faussé. Elle a beaucoup faussé, disons, l'approche de ce patrimoine culturel. Pourquoi ? Parce que justement, on l'a un petit peu sorti de son historicité. C'est-à-dire que si on aborde cela comme étant quelque chose de vivant, il n'y a pas à considérer qu'il y a des formes figées, parce que même dans ce patrimoine, les choses ont évolué de l'intérieur à l'intérieur. C'est-à-dire que si on prend même dans la musique ou dans la poésie ou dans différentes formes, disons, de spectacle, on a vu déjà depuis longtemps des choses qui sont apparues. Par exemple, si on prend le phénomène de Nasri Ouane tel qu'il a été abordé par Cheikh Abdallah, vraiment c'est un exemple absolument vivant, parce que ce sont des gens qui eux-mêmes ne renient pas, c'est qu'ils partent de là comme étant une source vivante, mais qui correspond pour eux, évidemment, pas à quelque chose de figé, mais qui correspond à des gens de maintenant, des années 70. C'est le vécu social, c'est le vécu des jeunes. Les jeunes se sont retrouvés là-dedans, évidemment, de façon très forte. Taïeb Siddiqui aussi, il a été évidemment bien inspiré. Quand il a repris le Mejdoub, quand il a repris le Melhoun, quand il a repris toutes ces formes-là, très précisément, l'impact de ces œuvres vient du fait qu'elles parlent de nous. Oui, non, je pense que ça c'est très clair chez les artistes de l'école de Casa aussi, bien évidemment. Oui, bien entendu. Bien entendu. C'est une bifurcation peut-être par rapport à l'histoire linéaire, l'histoire de l'art occidental, mais ils s'inscrivent dans une vitalité artistique de manière consciente et délibérée. Et nous avons un exemple vivant qui est notre ami Zinoun. Merci. Alors lui, évidemment, dès le départ, ça a été ça. Hein. Lui aussi, il a vécu effectivement dans cette culture populaire depuis son enfance, et puis aussi toute sa passion, tout son talent tel qu'il s'est développé
dans le domaine de la musique et de la danse et par la suite dans le cinéma. Tout ça, effectivement, c'est une expression d'une approche très vivante. Je pense, enfin, tu nous en parles un petit peu. Bonsoir tout le monde. Merci de m'avoir invité chez vous. Pour commencer, je parlerai d'abord de mon enfance. J'ai été nourri de notre patrimoine. À Haïl Mohammadi, de Moulay Shrif, il n'y avait pas d'école, il n'y avait que des écoles coraniques et il n'y avait pas de lumière. Et tous les habitants à cette époque-là de Haïl Mohammadi, chacun vient d'un coin du Maroc. Ils viennent pour travailler, pour gagner leur vie. Et par chance pour moi, enfant, je suis né en 1944. Donc vers 1948-1949, je commençais à vivre ces moments merveilleux. C'est-à-dire, chaque être humain habitant dans ce quartier se sent étranger. Et quand il a une naissance ou une circoncision, il fait venir sa tribu. Et il y a une petite place, une sorte d'agora. On allume un feu de bois. Et il se présente là, et j'étais émerveillé d'avoir vu presque tout le patrimoine marocain. De tout ce que j'avais vu, petit, il y a des choses qui n'existent plus, qui ont disparu totalement. C'est pour cela que quand on me pose la question quel est l'état du patrimoine marocain, je dis il se meurt. Il se meurt parce que personne ne s'en occupe. C'est quelque chose qui est là, c'est comme ça. D'accord ? Donc si je suis devenu danseur, ce n'est pas par hasard. C'est ça qui m'a influencé, conditionné, et je suis devenu danseur. J'ai intégré le conservatoire en 1958 jusqu'en 1964. Et après, je suis parti en Europe. En parlant du conservatoire, on est au XXIe siècle et le conservatoire est toujours parascolaire. Donc l'art en général est très pauvre au Maroc. Vraiment très, très pauvre. Un conservatoire où il n'y a pas un cursus pour former des vrais artistes, des vrais virtuoses. Et l'ironie du sort, c'est qu'on a deux grands orchestres au Maroc. Un philharmonique, parce que la France, elle vient de créer son philharmonique il y a 5 ans à peu près. C'est le coréen, le fameux coréen qui a fait pour monter cette... La Belgique n'a pas de philharmonique. Et c'est un pays très musical, très artistique. Ils n'ont pas de philharmonique, parce que ce n'est pas évident. On peut les compter sur les doigts de la main à travers le monde, les philharmoniques. Donc, j'abrège le côté musical parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Prenons rien que la musique andalouse. À la création, il y avait 24 noubas, on n'a plus que 11 noubas. Qu'est-ce qu'on a fait, nous qui sommes fiers d'être héritiers de cette musique? On n'a rien fait. Et on laisse mourir. Et le patrimoine, de même, il est en train de mourir et des choses qui disparaissent, alors que c'est une richesse inouïe dans le patrimoine marocain, vraiment. Donc, je suis rentré, après avoir fait ma belle carrière de danseur en Europe, jusqu'à soliste principal de caractère, l'équivalent de danseur étoile. Donc, j'avais hâte de rentrer au Maroc parce que je sais qu'est-ce qui se passe au conservatoire pour pouvoir aider les jeunes à pouvoir s'exprimer sérieusement avec leur corps, parce que le corps, il est tabou. Le corps, c'est l'anathème qui est jeté sur ce corps. Il faut qu'il se cache, il faut qu'il se confine. Et moi-même, quand j'ai dansé pour la première fois avec mon épouse, mais en danse classique, bien évidemment,
au théâtre Mohamed V en 93-94. J'étais hué. Des insultes homophobes, que des saloperies. Et là, je me suis dit, waouh, il y a un creuset entre ce que je fais et le public marocain. Donc, ce n'est pas dans notre culture. Un jour, le gouverneur d'Oujda a appelé 3 personnes, Derqaoui Allah Shafi, le cinéaste, Mustafa Derqaoui, Allah yarhamou Afifi, Mohamed Afifi, et moi, pour créer le festival à Saïdia de Ghernati en 80. Mais le gouverneur, Allah yarhamou, il est mort aussi, qui a vécu aux États-Unis, il savait que j'étais danseur, il m'a prié de faire double emploi, à part la création du festival, de créer un mouvement de danse avec les danses du patrimoine du Maroc du Nord, oriental. Donc j'ai créé un très beau mouvement, j'ai ramassé à peu près 300 filles et garçons. Et lui, il s'est occupé pour les nourrir, pour habiter dans une maison de jeunes à Saïdia, et on a fait un très beau travail. Alors, pourquoi je parle de ça? À l'ouverture de ce festival, c'est un festival de Ghernati. À l'ouverture, et j'adore le Ghernati, vraiment, c'est quelque chose de merveilleux. غير بدا الغرناطي et le public كله frappé comme ça dans les gradins. C'était un tremblement de terre. Et les pauvres de Ghernati continuent à jouer, les pauvres. Ils ne pouvaient pas s'arrêter. Ils croyaient que ça va s'arrêter, mais ça ne s'est pas arrêté. Le gouverneur m'a fait appeler. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tes danseurs sont prêts? J'ai dit oui. Il m'a dit, sauve la situation. Il y avait un petit espace entre le plateau et le public, et Ghernati continue à jouer, et Drari dial l'Alaoui, parce qu'il y avait plusieurs danses. L'Alaoui, on commençait غير بدا البنادر le public كله نض يشطح. Et ça a fait tilt dans ma tête en me disant, je perds mon temps à vouloir insister pour la danse académique. Voilà ce qu'il faut faire, le chemin à prendre. C'est le vrai patrimoine du Maroc, parce que ça touche le cœur de qui que ce soit. C'est comme ça que j'ai créé une troupe en 86 des arts traditionnels, avec l'aide de Benaïssa, mais sans argent. Il m'a dit, ne me parle surtout pas d'argent parce que nous sommes le ministère le plus pauvre. Je dis, ne t'en fais pas, je gagne bien ma vie, j'ai une école qui me rapporte un peu d'argent. Trouve-moi au moins où les gens peuvent dormir. Ça, il a fait le nécessaire. À Mamoura, il y a un endroit de jeunesse où ils peuvent dormir. J'ai sélectionné 130 jeunes à travers tout le Maroc. J'ai fait le tour du Maroc, 130 jeunes. Mais les 130 jeunes, je défie qui que ce soit de faire ce qu'ils font. C'est-à-dire jouer à un instrument, chanter et danser en même temps. C'est pas évident. Et c'est pas évident non plus de sortir d'une danse et d'intégrer une autre danse avec un autre rythme et un autre chant. Alors j'ai dit, vous êtes nombreux, nous allons rester 60, pas plus. Je ne vais faire fuir personne, vous allez voir, ça va se filtrer de vous-même. Vous allez comprendre si vous pouvez ou pas. Et effectivement, quand quelqu'un va dans une autre danse qui ne lui appartient pas et qu'il a des difficultés de suivre, que ce soit point de vue rythme, que ce soit point de vue chant, il se retire. Jusqu'à ce que 60 sont restés parfaits. C'était une bombe. On donnait des spectacles à travers le Maroc. Tout le monde était heureux. En Europe,
c'est un succès fou. Voilà qu'un jour, Hassan II nous a appelés. Il a détruit cette danse, cette troupe. Et il m'a dit, nous sommes dans un pays d'hommes, de cavaliers, pas de danseurs. Je ne veux pas de danseurs chez moi. Moi-même, je me suis dit, mais c'est pas normal. On a des danses quand même au Maroc. Et qui existaient avant l'islam. Et qui restent encore jusqu'à présent. Malheureusement, ils sont sclérosés. D'ailleurs, Omar Salim m'avait invité pour un spectacle que j'avais monté à la télévision pendant l'information. Juste avant, pendant le maquillage, il m'a dit, voilà les questions que je vais te poser. Et il m'a posé des questions. J'ai dit, tu as oublié quelque chose? Il m'a dit, quoi? J'ai dit, l'homme et la danse. Il m'a dit, oui, tu as raison. Je vais la noter. Arrive le moment, après l'information, il me pose les questions et il arrive à l'homme et la danse. Et je lui dis, ce n'est pas une question à poser. Il ne savait pas pourquoi j'ai fait ce coup-là. J'ai dit, tu n'as qu'à regarder les danses au Maroc, autour de toi. Toutes les danses, presque, pas toutes, mais presque, il y a la femme qui participe. Donc, c'est une affaire d'homme, la danse au Maroc, et non pas le contraire. Et là, j'ai commencé vraiment à m'intéresser à l'art patrimoine. Comment? Parce que la danse académique nous a appris quelque chose de merveilleux, c'est-à-dire un pas de danse. On cherche la base de ce pas et on peut l'évoluer sans ajouter quelque chose d'artificiel ou d'étranger. Le même pas peut évoluer. Et l'expérience, je l'ai faite à Oujda la première fois. Au lieu de rester figé en faisant des mouvements sur place, j'ai ouvert l'espace et il s'exprimait. Et avec bien évidemment une architecture chorégraphique, il s'ouvrait dans l'espace et c'était la joie, vraiment. Et j'ai eu un appel à plusieurs reprises, au moins une dizaine de fois, j'ai dirigé le Festival des arts traditionnels. Comme je l'ai dit, c'est très, très figé. Il n'y a pas eu la possibilité, parce que ça a été vraiment sclérosé. Et Hassan II, je me rappelle, il leur disait, personne ne doit vous toucher, restez comme ça. Mais c'est une erreur grave. Et ça s'est complété gravement à la création du Festival des arts traditionnels. Mohamed V avait envoyé une délégation où il y avait Ahardan, Mohamed El-Fassi, la femme d'Ahardan qui est une ancienne danseuse de cabaret. C'est elle qui a créé la danse de Mgouna. Beaucoup de gens croient que la danse de Mgouna fait partie du patrimoine. Elle est récente, cette danse. Elle date depuis 56-57. La danse de Mgouna, c'est les femmes qui se tiennent par les mains et qui courent. Et les hommes courent. Elle s'est inspirée des danses du Mazoche de Pologne. Même les tresses avec les fleurs et les machins comme ça, ça vient de là. Et cette danse, la majorité des gens ne comprennent pas que c'est récent. Si on va à Mgouna, toutes les fêtes, ils ont une danse qui leur appartient. Elle est lente, douce, le chant, hommes et femmes, mais il n'y a pas la danse. Et c'est une clé commerciale. Il y a peu de gens qui la connaissent là-bas et qui vont voyager avec ça à travers le monde. Ils n'apprennent pas aux autres pour que ça reste entre eux. C'est Bak Sahbi et ainsi de suite. Alors, j'ai commencé à me poser la question, pour quelles raisons nous n'avons pas fait comme le monde entier?
un patrimoine dansant, chantant, avec des beaux rythmes, avec des bijoux, avec des... À travers le monde, ce sont toujours des écoles qui présentent leur art du patrimoine et non pas des paysans. Jamais. Et l'évolution, elle est merveilleuse. Parce que l'école, elle est scientifique. Elle fait évoluer les danses. Et il y a possibilité de faire des merveilles. Mais ils ne veulent pas. J'ai proposé et j'ai même déposé un dossier au palais pour la création d'une vraie école, mais avant tout, répertorier ce qui reste encore à répertorier. Je me suis dit, si j'avais des moyens, c'est d'avoir un studio d'enregistrement ambulant et que je fasse le tour du Maroc pour pouvoir... Parce qu'une région, il y a une danse comme Ahaïdous, admettons, mais dans toute la région, elle change d'un endroit à l'autre. Il y a une richesse inouïe. Hein? Mais je ne sais pas si on me laissera faire. Si on me laissera faire. Parce que j'ai reçu des raclés, j'ai compris qu'on ne doit pas faire évoluer les choses et on doit se contenter de ce qu'il y a. C'est tout. Quand je vous donne l'exemple du conservatoire national, il est toujours parascolaire. C'est pas malheureux. Assez de la poudre aux yeux avec les choses qui scintillent. C'est pas vrai. Il n'y a pas de profondeur. Il y a eu quelques petites expériences. Al-Qadr qui, quand il était à 2M, pendant plusieurs années, il a circulé dans tout le pays, mais avec des difficultés monstres. Alors, beaucoup de choses ont été enregistrées en matière de danse, de musique et tout ça, mais je ne sais même pas si ces choses-là ont été conservées ou pas. Tout disparaît. À l'époque, tout disparaît. Moi, la troupe que j'avais créée, le premier spectacle a été filmé par la RTM. Ça a disparu. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas assez de bobines et on enregistre dessus. Tu vois? Il n'y a pas que ça. C'est simple. Nous sommes dans une... Nous sommes dans une société qui efface la mémoire. On efface la mémoire. Mon film que j'ai fait sur le tatouage, on efface le tatouage parce qu'il est lourd de conséquences. Les Amazirs ont compris qu'il y a des autodafés, on a pris le corps et on a écrit dessus. D'abord, c'était identité, c'est identitaire. Après, c'est les soins pour les maladies. Après, c'est pour la protection contre le mauvais œil. Et toutes les guerres, avant l'islam, toutes les guerres sont inscrites dans le tatouage. Je me pose la question avec un gros point d'interrogation, qui des deux, c'est-à-dire les Amazirs ou le Mkhzen, qui dispatchent tout ce art écrit dans le corps, dans la poterie, dans le tapis, dans la bijouterie. Est-ce que c'est pour vulgariser cette chose ou si c'est du côté des Amazirs pour pouvoir protéger un peu leur mémoire? قلت بأنه بأن les conservatoires nationaux et tous les autres conservatoires ils sont parascolaires. Mais la question que je me pose, pourquoi ces zaouïas qui étaient des conservatoires pour les différentes musiques,
حتى هما ils n'ont plus الزاويه الدرقاويه à Tétouan ne joue plus ce rôle. الزاويه العيساويه à Meknès ne joue plus ce rôle. الزاويه القناويه avec le festival. Alors je vais te dire une chose. Ouais. Les confréries jusqu'à présent, ils reçoivent une somme colossale par le Mkhzen. Pourquoi? Parce que c'est une soupape. Les soupapes, les gens vont se défouler, ils tombent en transe et ça la paix pour le Mkhzen. C'est clair. C'est vrai. Jusqu'à présent, ils reçoivent un argent fou, soutenu par le Mkhzen. Ils reçoivent un argent fou et ils sont يعني تمخزنوا. الضريح الضريح بن عيسى à Meknès, هذه une dizaine d'années, ils l'ont retapé, mais c'est devenu Moulay Idriss في الزاوية de عيسى. Donc c'est une marginalisation. Ouais. Donc voilà, j'ai fait un peu le tour. Il y a énormément de choses à dire, mais je ne vais pas vous casser la tête. Là, ce qui me fait de la peine aussi, c'est que ce festival à Marrakech, j'ai dit, à cause du festival, ça a été une des destructions des danses du patrimoine. Donc ce groupe avec Mohamed El Fassi et compagnie, ils ont fait appel à toutes les danses, parce qu'ils vont faire un festival. Et ils demandent à telle troupe de monter sur scène, danser. Alors ils dansent, après ils les arrêtent, ils discutent entre eux, et après ils leur disent continuez. Ils continuent, et à un certain moment ils les arrêtent, ils discutent encore entre eux, ils prennent note, et après ils lui disent continuez. Une danse, n'importe laquelle, c'est toute une nuit. N'importe laquelle. Alors, il y a un membre de ce groupe monte chez les gens et leur disent le premier passage, vous ne le dansez plus. Vous dansez le deuxième. Le troisième, même pas besoin. Mais ils ont omis de leur dire spécifiquement pour le festival. Les gens retournent dans leur tribu, ils ne dansent plus que ce qu'on leur a dit de danser. Et comme c'est une école pour les enfants apprennent simplement ça, ce petit morceau qu'on a appris. Pire encore, c'est que quand ils ont entamé cette démarche du festival, vous donnez votre spectacle, vous avez beaucoup d'applaudissements. Je donne mon morceau, peu d'applaudissements. Je me dis, c'est pas normal. Donc, la prochaine fois, le lendemain, quand vous allez danser, je vais regarder pourquoi on vous applaudit et pas moi. Ah, parce que vous faites un tour là-bas et vous faites... Je fais la même chose. Voilà comment les choses commençaient à s'appauvrir et à se mélanger. Malheureusement, c'est un crime. Et en plus, on a donné ces troupes entre les mains des hommes de théâtre qui ont accessoirisé cet art. C'est vraiment un crime. Ils ignorent totalement le corps, malgré hommes de théâtre. Ils ignorent totalement ce même patrimoine, que ce soit musical, que ce soit chanté. La poésie, il y a énormément de poésie. Celui qui a révolutionné à un certain moment, à Haïdous se danse en cercle, fermé. Homme, femme, mais fermé. Ça commence par la poésie, l'autre doit répliquer, les femmes aussi répliquer. Qui a ouvert en ligne? C'est Mohaoul Hussein, le maestro. Et il s'est mis en star devant, mais voilà, il est mort maintenant, irremplaçable. Irremplaçable. Donc il y a énormément de choses à dire. Moi j'ai vu quand j'étais petit une vieille qui s'appelait Mahjouba, dont
la danse Taroudant, Houara. Houara, je ne sais pas si vous avez déjà entendu Houara, c'est un rythme d'une complexité extraordinaire et ça change tout le temps. Et la personne principale de cette danse, c'est une femme qui interprète le rôle d'une vipère, entourée de 4 hommes. Et les autres jouent les instruments et chantent. Moi, je me rappelle de cette femme, quand elle sautait, elle faisait une révoltade presque horizontale au sol. Elle fait un tour, elle rechute sur ses pieds. C'est pas évident de faire ce mouvement. Maintenant, celles qui sont remplaçables depuis, ce mouvement, ils le font au sol. Ils tournent simplement au sol. Les enfants qui n'ont pas vu celles qui tournent dans le ciel, ils vont croire que c'est comme ça. Voilà les perditions et la mort des choses dans le patrimoine. Peut-être que dans la salle, maintenant, on va pouvoir avoir des réactions, des remarques, peut-être, des choses. Oui. Merci pour cette présentation. J'ai l'impression qu'on a parlé de culture populaire, mais on a parlé d'histoire, mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui, 30 ans, 40 ans, est-ce qu'il y a rien dans la scène? Par exemple, l'impression que vous dites que la chorégraphie s'est arrêtée à votre époque. Est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'il n'y a pas eu des mouvements de chorégraphie J'ai pas vu ici. Vous n'avez pas vu donner un mot? Oui. Si c'est pas ça. Merci. En fait, c'est pour interpeller ce qui existe aujourd'hui, ce qui a quand même existé depuis un certain moment, dont on a parlé de Movida, de beaucoup de mouvements, de jeunes qui ont pu produire des choses. Et je vous disais, pour M. Zinoun, au niveau, à vous entendant parler, on a l'impression que depuis vos expériences, que rien ne s'est fait au niveau de la chorégraphie. Est-ce qu'il n'y a pas eu d'autres mouvements qui ont surgi à Casablanca ailleurs? Et si oui, qu'est-ce que vous en pensez? Merci. Ça dépend de quelle chorégraphie on parle. Si vous voulez parler des chorégraphies modernes, contemporaines, bien sûr, ça existe, encouragé par la France, pas par le Maroc. C'est la France qui donne des subsides aux jeunes, qui les aide à faire la danse contemporaine. Et on les encourage. Pour moi, la danse contemporaine, elle est encore orpheline. Elle se recherche encore. Elle se cherche encore. Elle n'a pas encore atteint le point culminant que la danse classique, admettons, a eu, ou la danse moderne, à une telle époque, a eu. Mais la danse contemporaine, maintenant, elle est à la recherche. Jamais ils ne font 2 fois la même chose. Ils continuent à chercher à évoluer. Et la preuve, quelqu'un qui arrive et qui monte sur scène, il n'a jamais dansé dans sa vie, et il fait n'importe quoi, et on l'encourage. Pour moi, je suis désolé, c'est un remplissage pour dire on occupe la jeunesse. Mais si on veut occuper la jeunesse dans le domaine chorégraphique, avant de faire de la chorégraphie, il faut d'abord travailler. Travailler son corps. Et ce n'est pas en 1 année ou en 2 ans ou en 3 ans ou en 4 ans qu'on peut dire je suis bien. C'est
10 ans plus pour donner l'accord parfait à son corps, comme un instrument de musique. Vous allez dans le piano, le do, c'est le do. Pour donner un mouvement qui ressemble à ce do, il faut beaucoup de travail, énormément de travail. Ce n'est pas évident. Bien sûr, il y a des jeunes qui essayent de bouger et il faut les encourager, bien sûr, mais il n'y a pas... Il n'y a pas une vraie école. C'est l'école. Au conservatoire, il y a le chant. Où est-ce qu'il est actuellement, le chant? À part la fille de mon amie Jamila, qui est une beauté de chanteuse. Mais s'il y avait une vraie école avec des vrais professionnels pour l'aider, mais c'est une diva. Mais malheureusement, la pauvreté du conservatoire laisse à désirer. Je suis tout à fait d'accord. Effectivement, il y a énormément de choses qui se passent chez les jeunes. Le boulevard, par exemple. Dans l'art plastique, il y a énormément de jeunes. Là, je vais parler d'un truc très simple, c'est que Abslem, mon fils, a fait une installation sur l'expérience de Barchid dans cet espace, il y a 2 ou 3 ans. Maintenant, il a une deuxième installation dans l'annexe de... Mais cette fois-ci, il a fait un travail avec 5 jeunes artistes lauréats de l'école de Beaux-Arts de Tétouan. Et il y a une grande différence entre la première installation et cette installation. Donc, dans le domaine des Beaux-Arts, l'école de Tétouan est devenue une école supérieure d'art plastique. L'art plastique ne se fait plus dans les maisons de jeunes ou au parascolaire. L'école de Casablanca, il devient aussi une école supérieure. Dans le théâtre, il y a les ADAC. Dans le cinéma, il y a des écoles de cinéma. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui se font, mais à mon avis, cette dynamique de ces revues qu'il y avait à la Malif, l'APAC, actuellement, il y a énormément de choses qui se font, mais il n'y a pas Par contre, il y a il ne faut pas aussi l'évacuer, toutes les réseaux sociaux. Ce qui se passe dans les réseaux sociaux, ce n'est pas tout à fait négatif, mais il y a énormément d'expériences, d'expositions, d'événements qui se passent à travers. Et moi, personnellement, je suis très optimiste dans ce sens que la créativité, il est en train de se faire, mais avec d'autres. Et les jeunes, vraiment, comme nous, dans les années 60-70, on se posait ce problème d'identité, de tradition et modernité. Et d'ailleurs, mon article, je l'avais écrit en français, c'est un moulin, c'est une réflexion sur la psychiatrie populaire. Il a été traduit taqlidi, traditionnel. Parce que sur ce point-là beaucoup de parties de la culture populaire a été folklorisée. Lorsqu'on parle tradition, c'est un peu le folklore, c'est un peu le musée, alors que la culture populaire, c'est quelque chose de vivant, de créateur. Et parmi les jeunes, soit dans la littérature, soit dans la poésie, soit dans la peinture, dans les différentes sortes le chant, il est là, mais les critiques, le discours, et surtout aussi, je tiens à dire aussi que pour l'art plastique au Maroc, il y a 2 galeries qui ont joué un grand rôle. C'est la galerie Atelier avec Pauline de Mazières et la galerie Nadar à Casa.
Je saute sur ça. Le régime ancien a combattu l'art, sauf 2 petites écoles, celle de Casablanca et de Tétouan, où il y a un cursus. D'où la floraison des peintres au Maroc. Quand on voit le nombre de peintres au Maroc, même des autodidactes, parce qu'ils ont des points de repère. Et c'est comme ça qu'il y a eu des autodidactes aussi. Pourquoi? Parce que c'est des écoles où il y a des bases, où il y a une vraie structure. Voilà. C'est ça la base. Et bonsoir, merci. Je suis venu grâce à Leila. Je viens du Sénégal, je suis Badara Seck, chanteur, musicien et griot de famille. Ce thème m'a tellement touché et nous le vivons actuellement. Ce n'est pas seulement ici au Maroc, c'est partout aujourd'hui, surtout en Afrique. Nous avons une surproduction de créativité artistique de qualité sur toute la sous-région. Surproduction de créativité artistique de qualité mal gérée, très mal gérée. Et c'est grave. Tout le monde fait actuellement la même chose en genre et en nombre. Tenez-vous bien, tout le monde fait la même chose en genre et en nombre, que ce soit au Maroc, au Sénégal. Et pourtant, nous n'avons rien à envier aux autres, à l'Occident, nos cousins. Et malheureusement, comme ces doyens le disent, l'école, ce n'est même pas pour nous les artistes, mais même pour le peuple. On va être jugé demain. Le peuple là, même les gens qui ne sont même pas des musiciens, des danseurs, écoute, aujourd'hui tu vois les gens, ils te disent, je vais voir un concert de Badara. Un concert de Badara, il faut l'écouter, il ne faut pas le voir. Ils ne se rendent même pas compte de ces détails. Un concert, on va pour l'écouter, pas pour regarder. Malheureusement, c'est comme dans l'économie, c'est comme dans tous les domaines. Les États-Unis mangent l'Europe, l'Europe mange l'Afrique et l'Afrique va manger les chèvres. Et ils nous volent tout le patrimoine là. Ils nous le volent. Le hip-hop, tout ce que vous voyez, le rap, tous ces chanteurs occidentaux qui se font des milliards, même économiquement parlant. Moi, je suis sidéré quand je vois ces gens devenus milliardaires sur notre patrimoine qui est là. Ils viennent, ils nous le volent, même ils l'apportent là-bas et le gèrent bien et nous le rebalancent ici. Aujourd'hui, avec la technologie, nos jeunes sont là, les gens écoutent de même oreille. On n'a même pas la culture de la différence. On ne sait même pas de quoi il s'agit. On est devenu ignorants. Il y a des complicités quand même, hein. On ne peut pas tout rejeter, il y a des complicités. Les gens aussi qui sont prêts à se vendre pour parler à partir de l'Europe. Non. Absolument. Moi, je suis né, regardez-moi bien, moi, je suis né d'une famille de chanteurs du XIIe siècle, de père en fils, des chanteurs seulement qui sont mariés entre eux. Pour sauver ce patrimoine, que faisaient nos parents? Ils se mariaient entre eux, des chanteurs, pour ne pas perdre, en qui jouaient avec les États. Nous avons des problèmes, certes, entre le sacré et le profane. Jusqu'à présent, il y a des tabous. En Afrique, les tabous, les gens censurent trop. Et ça nous bloque, c'est vrai. Mais il faut, chaque génération, on joue avec le jeu pour voir qu'est-ce qu'il faut faire. On n'est pas des aliénés comme ça. Nous savons ça. Le censure nous bloque énormément. Nous le savons. Mais pour conserver techniquement ce qu'on faisait avec les voix, moi j'avais 16 ans quand on m'a retrouvé au Sénégal pour m'amener à chanter ailleurs, hors de mon pays. J'avais 16 ans.
Mais jusqu'à présent, dans la sacralité, vous savez, nous avons même ce patrimoine qui est une thérapie musicale, qui n'est pas seulement pour faire plaisir aux gens, mais pour la thérapie, pour guérir des maladies que la science universelle ne peut même pas guérir. Et je peux te le prouver. Prends un avion, on y va, et je te le fais tout de suite, en 2 secondes. Et ça, c'est des réalités. Malheureusement, on n'est pas écouté. Il faut que les gens s'ouvrent. Il faut qu'on essaye de sauver ce qu'on a ici. Ce n'est pas un problème de complicité, c'est un problème d'argent. On n'était pas préparé pour le commerce. On n'était pas préparé pour le showbiz. Dans notre tradition, chaque musicien avait le droit seulement de créer une seule œuvre dans sa vie. Mes ancêtres, le droit, pour ne pas faire une surproduction de créativité, chacun avait le droit de créer un seul morceau durant toute sa vie. Et tenez-vous bien, nous avons jusqu'à présent des œuvres à qui on ne sait même pas qui l'a créé. Parce qu'on mettait les œuvres avant et les gens qui les créaient étaient derrière. Mais quand c'est arrivé le système occidental, sur le showbiz, sur le consumisme, l'histarisme est arrivé. Aujourd'hui, les œuvres que vous voyez, les stars sont devant, les œuvres meurent après 2 ou 3 ans. Donc il y a des réalités. Ce n'est pas un problème même de complicité. C'est venu, ce que je t'ai dit. Mais on ne pouvait rien, c'est cette tsunami. Les États-Unis qui mangent là. Je suis, tu sais, moi, je suis très, je pense à l'homme, à l'être humain. Même les Français sont victimes. Les Américains sont victimes. Croyez-moi. Moi, je ne suis pas pour dire ils sont mauvais, c'est des cousins. Et dans 1000 ans, l'humanité va se réunir. Et chacun va prendre ses responsabilités. Nous sommes des artistes. On n'est plus ouvert dans ce sens-là. Les gens nous parlent que voilà, ils nous volent des... Certes, ils ont piétiné, amputé l'Afrique de sa jeunesse par la colonisation. Tout ça, nous le savons. La facture est là, hein. La France n'est pas encore payée. Attention, nous le savons. 300 ans de colonisation. La facture est là. L'Occident n'a même pas encore payé. Mais quand même, nous avons, nous, un devoir, en tant que des artistes, de penser à toute l'humanité, que ce soit un Japonais, un Américain, un Français, un Sénégalais, un Marocain. C'est ça notre devoir. Il faut savoir un peu de dépassement. On est 7,5 milliards dans cette terre et on vit mal. Des guerres, des gens se tuent sans raison, par orgueil. Il faut savoir pardonner et réfléchir et sensibiliser l'autre et essayer qu'on part sur des pas qui nous vont nous sauver pour l'humanité. Et ça, c'est le rôle de la culture. Croyez-moi. Moi, je ne peux pas parler dans ce sens-là. Ce qui nous arrive, c'est d'ouvrir des académies, renforcer les écoles, aller dans les écoles, prenez notre patrimoine, reprenons de zéro. Le temps est là. Nous avons peu pour vivre. Dans 100 ans, 50 ans, nos enfants, demain, nous aurons en Afrique avec fierté. Ce patrimoine, c'est fait pour l'humanité. Et économiquement, nous pouvons en gagner encore. Je suis désolé de parler comme ça, c'est ma voix. Je ne suis pas nerveux, mais c'est comme ça. Pas besoin du micro, ça c'est sûr. Merci. Oui, ça va. Non, non. Non, pas du tout. Bien. Alors, évidemment, ce que l'on doit retenir essentiellement, c'est effectivement la responsabilité qu'on a vis-à-vis de cette culture, aussi bien évidemment pour renforcer, disons, la capacité de la société elle-même à être plus libre, plus autonome, plus créatrice dans tous les domaines, dans absolument tous les domaines. Et bon, on voit qu'il y a tellement de problèmes encore qui sont loin d'être résolus. Mais c'est justement en
en se basant sur cette volonté critique aussi, sur tous les efforts qui se font à tous les niveaux, et aussi au niveau de la recherche, au niveau évidemment de la capacité à ouvrir des possibilités pour des créations riches, personnelles, qui s'ouvrent bien entendu sur l'universel. C'est un peu tout ça à quoi nous amène la parole sur la culture populaire. Merci à nos amis, merci à Selma pour cette soirée. Voilà, très bien. Merci.